Je vais vous parler de art et anthropocène. Bon, c'est un intitulé court pour une considérable problématique. Donc j'ai eu à développer récemment, puisque je viens d'écrire un ouvrage pour Actes Sud qui s'appelle justement Art et Anthropocène. Donc art et écologie, en l'occurrence, donc création plastique et anthropocène, et ce livre paraîtra en septembre 2018, dans un peu moins d'un an. Il est continuellement retardé parce que Actes Sud est une maison d'édition, une vieille maison d'édition qui travaille à un rythme très lent. Voilà, je dois le dire, je le déplore, mais c'est comme ça. Oui, voilà, qui est devenu ministre de la Culture, comme vous savez. Bon, simplement, je vous dis ça pour signifier que c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et la très brève conférence où on nous demande 20 minutes, je crois, à chacun, que je vais vous faire, est réellement presque caricaturale, parce que c'est un sujet qui mobilise énormément le champ plasticien, notamment. Alors, je suis parti de cette idée de nature qui, comme vous le savez, ce n'est pas juste un étant donné. On ne peut pas dire la nature, tout simplement. Hein, la nature, c'est toujours beaucoup plus que ça. C'est à commencer par le fait que c'est une donnée à laquelle nous prêtons attention. Hein, on ne peut pas fouler l'herbe à un moment donné sans s'y allonger. On ne peut pas regarder le ciel étoilé au-dessus de notre tête, comme l'a fait Emmanuel Kant, sans y voir autre chose qu'un simple étant donné, hein, si vous voulez. Bon. Alors, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que la nature a un pouvoir incontestable, celui de capter la conscience humaine, hein, qui souvent, d'ailleurs, en redemande. Hein, on voit ça très nettement. Alors, les beaux tableau du paysagisme, hein, de l'art paysagiste, bon, qui est très ancien. Dans l'Antiquité, déjà, on a un paysagisme. Enfin, on le voit dans les fresques romaines et même les fresques égyptiennes, hein, par exemple, d'antiques. Les panoramas, bien sûr, les beaux points de vue, les balades en avion au-dessus de la montagne Sainte-Victoire, par exemple, popularisés par de multiples tableaux que Paul Cézanne lui a consacrés. Bon, je dis ça parce que un jour, j'ai survolé la montagne Sainte-Victoire, et au fond, si Cézanne ne l'avait pas peinte, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Voilà. Bon, alors bref, ce que je veux dire, c'est que regarder la nature, puisqu'on parle du champ des arts et du champ des arts optiques, c'est déjà l'incarner. Hein, si la nature se perçoit en termes de proxémique, c'est-à-dire de rapport très proche à ce que nous sommes, tout en se percevant, elle se ressent, et elle devient en somme un paysage, hein, ce fameux terme de paysage. Hein, si on reprend la définition du dictionnaire Robert, partie d'un pays que la nature présente à l'œil qui la regarde. Hein, voici ce qu'est le paysage. Alors, je voudrais citer un grand géographe, hein, qui est Michel Collot, qui a beaucoup travaillé sur le paysage, et il dit on ne peut pas parler du paysage, hein, on ne peut, parler du paysage qu'à partir de sa perception. En effet, à la différence d'autres entités spatiales, construites par l'intermédiaire d'un système symbolique, donc scientifique, la carte par exemple, ou socioculturel, le territoire, le paysage se définit d'abord comme espace perçu. Hein, c'est l'idée donc de Collot, c'est ce qu'il dit. On est évidemment, je pense tous, en mesure de le ressentir, d'incarner cette sensation, ce ressenti. Et c'est ce principe de perception que partent les artistes du paysage. Mais, vous allez le voir, pour le dépasser, en l'occurrence, et avec le XXe siècle, en commençant à travailler, non pas en reproduisant le paysage, comme c'est le cas ici, on reproduit, mais en travaillant dans le paysage. Il y a cette idée, à travers certains mouvements artistiques, le land art, par exemple, aux États-Unis, mais aussi en Europe, l'arte povera, en Italie, qui utilise des matériaux naturels, hein, qui sont insérés dans les œuvres d'art. On va dans le paysage, ne serait-ce que pour y chercher quelque chose qui va au-delà de la simple vision. Bon. Alors, avec les problèmes liés à l'agression environnementale croissante, enregistrée actuellement, dont vous avez évidemment beaucoup parlé, ici on va beaucoup plus loin, même travailler dans le paysage ne suffit plus, et on va voir les artistes de plus en plus travailler avec le paysage, hein, c'est-à-dire devenir des partenaires de la nature, une nature soumise aux agressions de l'anthropocène, évidemment, qui sont des agressions d'origine humaine, comme vous le savez. Et on rentre à ce moment-là dans des formes d'art d'expression qui d'abord souvent dénoncent, il y a un phénomène de dénonciation,
sur le modèle d'un art engagé, et assez vite on va passer à des formes que je vais appeler des formes de réparation, qui repose sur le principe plus large, le principe du care. Vous savez que le care est un mouvement très élargi depuis la fin des années 90. C'est presque devenu une idéologie maintenant, un mode de vie, mais aussi une idéologie. Donc le principe réparateur. Bon. Alors, je pourrais vous montrer voilà, quelques images d'artistes travaillant dans le paysage. Bon, si on voit Robert Smithson, vous connaissez tous la jetée en spirale que cet artiste américain a réalisée en 1970 dans le lac Salé, qui a disparu aujourd'hui, elle est recouverte, enfin, il y a eu des variations du niveau du lac. D'ailleurs, il s'est tué en la survolant dans un accident d'avion, peu de temps après l'avoir terminé. Et maintenant, la question de l'engagement et du care, par exemple, Joseph Beuys, artiste allemand, donc une première œuvre autour de 1970 qui s'appelle Action in Moor, action dans le Marais. Donc, vous voyez cet artiste qui se trouve à ce moment-là aux Pays-Bas, près de Eindhoven, et qui apprend que toute la région va être poldérisée, c'est-à-dire les marais vont disparaître. Bon, alors vous savez que les marais sont des lieux d'une intense richesse, bien sûr, environnementale, biologique, et donc il décide de nager, de faire une action, ça d'aller nager en se faisant photographier et en popularisant ses photos dans les médias de l'époque. Également, très grande opération en 1982 à Kassel, dans la partie est de l'Allemagne, alors occidentale, l'Allemagne fédérale. Donc les 7000 chênes, une action qui s'appelle 7000 chênes, où Beuys va faire planter avec des volontaires, des gens comme vous et moi qui se trouvaient là, 7000 chênes. Et pour marquer cette plantation de façon symbolique, il va faire planter un bloc de basalte devant chacun des chênes de cette opération. Alors, on a un artiste ici conscient des problèmes liés à l'affirmation de ce qu'on n'appelle pas encore l'Anthropocène. Cruikshank n'a pas encore forgé ce concept problématique, d'ailleurs, comme vous le savez, mais qui devient justement cet individu en partenariat avec la nature qui vient compenser un petit peu les destructions. D'où cette notion de partenariat, si vous voulez. L'humain, ici, va expérimenter, l'artiste en particulier, d'autres gestes que simplement représenter, c'est-à-dire voir ou tirer de la vision des images, comme s'y applique la peinture sur le motif, par exemple. Et l'espace naturel se change, donc, cette fois, en un nouveau type de paysage, un nouveau type de territoire, où on ne peut plus, en quelque sorte, regarder le monde de loin, il faut en tirer des sensations, mais il faut expérimenter ce monde en quittant ce qu'on pourrait appeler la position spéculaire, c'est-à-dire celle du miroir, c'est le fait d'être en face du paysage. Alors, tout est à expérimenter avec un principe très important dans cet art à l'ère de l'Anthropocène, en schématisant toujours, parce que tout est infiniment plus complexe, c'est le principe d'immersion. Cette notion de l'immersion est très forte, c'est-à-dire rechercher une nouvelle relation au monde naturel, une nouvelle définition du lieu, du locus, si vous voulez, à travers cette nature qu'on va, en quelque sorte, investiguer, si je puis dire, dans tous ses déploiements. Ces rivières, ces plaines, ces montagnes, ces côtes, ces glaises, son ciel ouvert au-dessus de nos têtes, ces gouffres, ces profondeurs invisibles. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est, je crois que vous l'avez compris, c'est que pour qu'advienne la sensation totale de la nature, pour nous autres humains, il faut faire plus que simplement la contempler, il faut s'en saisir évidemment au-delà du principe optique, celui d'un Nicolas Poussin, par exemple, au XVIIe siècle, les fameux paysages romains, comme vous savez, celui des impressionnistes, ou même avant de l'école de Barbizon, au début du XIXe siècle, également au-delà de cette vision des grands paysagistes américains, qu'on a vu tout à l'heure. Il faut en fait être beaucoup plus proche du sensible, et cette fois de tout le sensible. Il faut être pénétré, investi de plein corps et à plein corps, avec l'idée que la nature est donc un espace à vivre, Alors j'ai mis une œuvre ici, regardez celle-ci, cette œuvre est un
tableau photographique de très grande taille. Vous devez imaginer que il est monté en 3 parties. Vous verrez peut-être la limite. Hein. Ici, il fait à peu près une dizaine de mètres de large. Il s'agit d'une des œuvres les plus passionnantes de la fin du XXe siècle. Au regard de ce qu'on problématise ici, il s'agit d'une œuvre de Giovanni Anselmo, qui est un artiste italien associé à l'Arte Povera en général, mais bon, ça va bien au-delà des étiquettes. Anselmo, Giovanni Anselmo. Et cette œuvre s'appelle « Entrer dans l'œuvre hein, ». C'est « entrer » le verbe, l'infinitif, « entrer dans l'œuvre ». Alors c'est très curieux, vous avez là une image métaphorique saisissante hein, de cette nécessaire... procédure d'immersion à laquelle l'homme doit à présent consentir s'il veut, on pourrait dire, se naturiser hein, en quelque sorte. Alors, on voit l'artiste de dos, hein, c'est Anselmo en personne, il avance sur un parterre de feuilles qui est très uniforme, hein, vous voyez. La photographie aussi a été prise de telle sorte que toute perspective se retrouve écrasée. Donc l'élément végétal occupe ici la totalité de l'espace représenté. Alors, si vous voulez, l'impression dominante que nous, en tant que spectateurs, on va former, c'est que c'est bien un homme qui s'anime sous nos yeux, mais on pourrait dire un tout petit homme. Hein. Voilà ce principe d'immersion. L'humain que montre Entrer dans l'œuvre s'absorbe hein, dans l'immensité ici d'un territoire, un individu qui semble ignorer ce que lui réserve cette intrusion dans un milieu dont on voit alors là qu'il est réellement différent de lui, puissant et autoritaire, nourri de matière jusqu'à la plénitude. Ici, on pourrait dire un milieu surmatérialisé, saturé, déjà, où c'est la nature qui donne l'impression d'occuper toute la place. Alors cette donnée est intéressante parce qu'on a ici, sur le plan mental, une inversion du grand schéma cartésien, l'homme maître et possesseur de toute chose, un maître de la nature, qui était un schéma d'ailleurs qui venait de la pensée judéo-chrétienne. Hein, Dieu envoie l'homme conquérir les territoires, hein, c'est ce que dit la Genèse. Hein, voilà, il faut que l'homme colonise, même s'il détruit, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça. Donc on a une sorte d'inversion ici, bien sûr. Alors, on entre dans l'œuvre, nous spectateurs, avec Anselmo, un titre à comprendre sous 2 angles qui se recoupent. D'une part, c'est l'artiste qui, par son déplacement physique, initie l'œuvre, et d'autre part, l'œuvre, alors entre guillemets, dans laquelle entre l'artiste, c'est la nature elle-même. Hein, il faut rentrer dans la nature qui devient une œuvre. On pourrait presque dire c'est œuvre pour œuvre. Hein, l'œuvre d'art advient-elle, c'est de se constituer avec cette autre œuvre que représente la nature dans sa totalité ici, qu'on suggère infini, en large part inconnu, incommensurable, accessible peut-être, mais pas forcément à portée de l'humain. Bon. Alors, vous voyez, le concept de nature évolue dans le champ des arts plastiques, la manière dont la nature est comprise avec la fin du XXe siècle. On est autour de 1960-70, c'est important, c'est que 1970, la date de ce tableau, c'est aussi la date de la première journée mondiale pour la Terre. Donc c'est là que commence le mouvement. 1964, c'est le grand texte de Rachel Carson, évidemment. Ou 62, oui, excusez-moi, bon, après les traductions. Vous en avez parlé ce matin, sans doute. Hier, je vous prie de m'excuser, je ne pouvais pas être là. Bon, la même partie 62 de Dumont et Rachel. Voilà, bon. Silent Spring, Printemps silencieux, bon, vous connaissez ça très bien, même mieux que moi, vous voyez. Bon, alors l'idée, c'est que la nature est une sorte d'être, oui, mais c'est aussi un conjoint. C'est un champ d'expérience qui, à la fois, nous contient et que nous contenons. Et là, on retrouve évidemment toute cette pensée de l'hypothèse Gaïa, de Lovelock, hein, de toute cette théorie qu'on trouve aussi très largement exprimée aujourd'hui, qui dit qu'au fond, l'homme ne possède pas la nature, il en est juste un élément parmi d'autres, pas plus important que les autres. Alors, les artistes, déjà, semblent tenir compte de cette nouvelle approche et ils créent en conséquence. Et on pourrait dire que une histoire de l'art qui est en cours actuellement va se constituer, qu'on pourrait appeler par exemple, c'est un mot horrible, mais l'anthropocène art, bon, ou l'art anthropocénique, enfin, je ne sais pas trop comment le présenter. Alors je vais vous montrer quelques images maintenant, voilà, pour dire comment les artistes opèrent. On peut dénoncer, vous voyez, vous avez des artistes
par exemple Daniel Beltra, grand photographe espagnol ici, consacré des séries de photos, de reportages à des œuvres, à des lieux qui sont en décomposition rapide ou en état de destruction rapide, comme le Groenland, la banquise par exemple ici, avec toujours cette grande photogénie de la nature qui se détruit. Voilà par exemple Dadaf Kander, l'état de la pollution, vous pouvez trouver dans bien des endroits. Vous avez d'autres artistes qui dénoncent autrement dès les années 1970. Et cet artiste argentin qui s'appelle Nicolas Uriburu, qui va utiliser du tintant d'eau vert pour coloriser des espaces pollués. Il va même d'ailleurs faire ça dans la Seine. Certains peut-être s'en souviennent-ils. Voilà, alors... dénonciation toujours, par exemple, cette œuvre assez troublante de Aschub, qui est un artiste allemand, qui a créé cette grande peuplade du trash people, c'est-à-dire le peuple des déchets, le peuple poubelle, et donc il s'agit de personnages de forme anthropomorphe à l'échelle humaine qui sont faites avec des déchets récupérés et que l'artiste va aller installer dans de multiples endroits qui subissent la pollution. Alors également, voici une œuvre d'un artiste qui est mort récemment, un très grand représentant de l'art destructive art, un artiste anglais qui s'appelait Gustav Metzger. Et l'œuvre s'appelle Mobile, il l'a réalisé plusieurs fois entre les années 80 et 2015. Bon, vous voyez, il s'agit d'une automobile, là on est à Mexico, voilà, dans laquelle il y a une plante et le gaz d'échappement de l'automobile est évacué dans un cube parallélépédique où se trouve cette plante qui est vivante le matin et après une journée d'automobile qui est évidemment morte. Voilà, alors éducation, dénonciation, éducation, ça va de pair. Tous les travaux, par exemple, d'un Brandon Balanger, qui est un artiste américain, nous montrent ici, par exemple, la question de la mutation génétique sur des batraciens, entre autres choses. C'est voilà quelqu'un qui travaille sur le risque de la disparition des espèces en composant des œuvres qui relèvent à la fois du champ on pourrait dire, de l'éducation biologique et aussi de l'esthétique, puisque, hélas, la tératologie a toujours quelque chose de fascinant. Comme on sait, les monstres sont fascinants. C'est d'ailleurs pour ça, traditionnellement, qu'on les montre. Sarah Trouche, par exemple, artiste française, il y a quelques années, va sur la mer d'Aral, au Kazakhstan, et elle réalise cette performance, dont c'est une photographie qui s'appelle Aral Survival, faire survivre la mer d'Aral qui, comme vous savez, a disparu en très large part. Donc elle est sur une épave de bateau et elle essaie de résister à ce qu'a créé ici on pourrait dire le réchauffement climatique et la surexploitation outrancière donc de ce milieu pour cause d'irrigation de grandes cultures cotonnières, comme vous savez sans doute, du temps de l'Union soviétique, d'une façon totalement déraisonnée et irresponsable. Et elle essaie de lutter contre le vent, d'une part, la chaleur, mais aussi toute l'extraordinaire dangerosité des substances chimiques qui sont véhiculées ici à partir de cette croûte donc qui s'est particulièrement acidifiée ici. Alors, le corps bleu, le corps de la couleur de l'eau, une sorte de combat comme ça. Alors vous avez des artistes qui sont du côté de l'éducation dès les années 70, par exemple à New York, Alan Sonfist, qui est une sorte de pionnier, on pourrait dire, de l'art écologique, va réaliser cette parcelle dans New York, qui existe toujours d'ailleurs dans Lower Manhattan. Donc il obtient la concession d'une parcelle qu'il va laisser se développer naturellement, si vous voulez. Bon, bien que avec l'environnement qui est autour, la notion de naturel est une notion qui renvoie ici à l'anthropisation du naturel, comme le sont toutes les villes, des milieux totalement anthropiques. Mais voilà en tout cas une manière de dire voilà ce qu'est Manhattan ou ce que devrait être Manhattan. Et puis évidemment cette grande œuvre qui est très connue, qui est le chef-d'œuvre de Hannes Degnes, réalisé dans les années 1980 à Manhattan. Il s'agit du wheat field, donc le fait de planter un champ de blé dans Manhattan, de récolter les graines, mais en plus, juste, on pourrait dire, de l'action esthétique et pratique que représente cette œuvre, la mise en place de tout un ensemble de rencontres
relatives à l'œuvre, à la question de la nourriture, à la question de l'agriculture, à la question des rapports entre croissance agricole et croissance démographique. Bref, tout un volet scientifique qui fait partie de l'œuvre à proprement parler. On est rentré dans l'âge de ce qu'on appelle l'art conceptuel, vous savez, où la notion d'esthétique est importante, mais où la notion de réflexion l'est encore plus. Voilà. Alors, on peut aussi s'amuser, comme Nicole Beltra, à créer de magnifiques robes à partir de tout simplement de données naturelles, ou comme Vaughan Bell, réaliser des sortes de petites unités qu'on expose comme ça, dans lesquelles vous pouvez venir passer la tête et découvrir ce que serait normalement à l'endroit où elle travaille, la nature, si l'anthropisation ne s'en était pas mêlée, bien évidemment. Alors, on a aussi des formes d'art de compensation. Ici, par exemple, Tat Phutan, bon, c'est les jardins mobiles, où ces artistes, ces collectifs, où cet artiste avec d'autres personnes véhiculent des petits jardins mobiles dans les villes où finalement il n'y en a pas du tout. Alors ça peut aller beaucoup plus loin, comme avec les Horta, par exemple, de grandes opérations autour d'une matière essentielle, l'eau par exemple ici, Drinkwater, très grande opération qui est d'abord une opération qui consiste à créer donc du design d'urgence pour la distribution de l'eau, donc des véhicules qui sont industrialisés, qui sont fabriqués. Ce ne sont pas seulement des objets d'exposition, même si étant designés, ils sont assez beaux, c'est moins qu'on puisse dire, mais également à créer tout un système de réflexion, des structures de relance autour de cette opération, notamment dans toutes les zones où la question de l'eau se pose, et vous savez que ces zones seront bientôt, hélas, universelles, bien évidemment. Donc l'opération s'appelle Drinkwater, et ce qui est très intéressant ici, en partant de ce concept d'art engagé, c'est que c'est un art absolument opérationnel, c'est-à-dire qu'il ne réside pas seulement dans la création, l'expression d'une forme, mais aussi de gestes. Il implique donc un investissement concret. Les artistes d'ailleurs se dépossèdent de leurs œuvres, ils donnent les plans, vous pouvez après en user comme vous voulez, c'est ce qu'on appelle le copyleft, donc qui vient de la culture techno, qui apparaît dans les années 90. Et puis, certains artistes biologistes, comme Sam Van Aken, par exemple, sont en train d'inventer de nouvelles espèces. Voilà, par exemple, l'arbre aux 40 fruits, donc de Van Aken, qui est un très grand spécialiste de la greffe, qui existe, qui est en fait une sorte de jeu au départ sur le fameux arbre du paradis, dit la Bible, qui comptait 40 fruits différents. Eh bien, il a réussi à créer un arbre à 40 fruits. Voilà, sans parler enfin des jardins donc d'artistes, des artistes comme jardiniers, l'artiste As Family par exemple, qui organise des séances de jardinage collectif, avec l'idée qu'au fond jardiner, c'est créer. Le geste artistique et le geste du jardinage sont évidemment très, très communs. Voilà. Alors vous voyez, quand on passe toutes ces images, on voit un petit peu le chemin qui a été parcouru. Bon, je le dis, tout ça avec une très grande vitesse. Depuis qu'on a cessé de seulement regarder la nature en tant qu'artiste. Alors, cette évolution rend compte d'une évolution de l'écriture artistique à 3 points de vue. D'une part, en l'espace, on voit de 2 générations à peine, le thème écologique et la question environnementale deviennent des classiques de la création. Bon, ça rentre dans l'ordre de la création plasticienne. Secondo, de façon conjointe, là, on voit des œuvres donc plasticiennes valoriser la préservation de la nature et s'engager contre le climate, le global warming, le réchauffement climatique. Donc, de l'évocation visuelle dominante, on passe à des expressions contextuelles où la matière des œuvres se nourrit volontiers de l'intégration d'éléments et de processus naturels. Bon. Et 3e point, l'esthétique de l'œuvre d'art en général, si vous voulez, entre guillemets, en ressort modifié. C'est-à-dire, on voit bien que la création de nature mimétique, c'est-à-dire le fait de regarder, d'imiter le monde, cède le pas devant une sorte de création documentée de façon
concrète. Et on note aujourd'hui, en notre début de 21e siècle, bien des artistes plasticiens intéressés à la question de l'anthropocène, justement, renoncent tout ou partie à la fabrique classique de l'art. On va plutôt préférer explorer, recueillir, archiver, cueillir, semer, récolter, avec ce facteur d'implication toujours plus élargi de communautés éco-solidaires, hein, si vous voulez, qui sont ici donc mises à contribution. Alors, l'écosophe et poétesse Nathalie Blanc, hein, qui travaille depuis longtemps sur ces questions, pour ces formes d'art, parle d'écoplastie. Il dit un art, c'est une écoplastie. Alors, on peut peut-être aussi utiliser ce mot horrible de anthropocénar, enfin que je disais tout à l'heure. Bon, ça, on cherche toujours des concepts. Bon, alors cette évolution, et je finirai, je m'approche de ma conclusion maintenant. Donc, est notoire, il est clair cependant qu'on est encore loin du moment où elle va faire l'essentiel, fournir l'essentiel des collections chez les collectionneurs privés et à plus forte raison dans les musées. Il y a un extraordinaire décalage actuellement entre les formes d'art les plus, on pourrait dire, les plus en phase avec le combat environnemental, donc avec l'actualité la plus, hélas, brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots, du monde dans lequel nous vivons. Il y a vraiment un très grand écart entre ces œuvres-là et la demande du public ou même la demande institutionnelle d'art. C'est très intéressant parce que pour des raisons autres, on voit se reproduire le même phénomène qu'au XIXe siècle, où on avait un art académique, bon, les pompiers, etc. Et puis on avait un art plus expérimental, celui des réalistes courbés, des pré-impressionnistes, impressionnistes, etc., des fauves, etc. Donc on voit actuellement, bon, quand on voit par exemple comment on accepte une œuvre de Jeff Koons au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est une sorte de cadeau qui va nous coûter cher, mais qui est surtout une œuvre absolument nulle, d'une nullité incommensurable, et que, au fond, personne ne se lève pour dire on n'a que faire de ce genre de proposition, mais au contraire, on est rentré dans un âge de l'art où peut-être regarder le monde tel qu'il est dans les yeux, c'est prendre en considération des urgences dont les artistes eux aussi traitent et qu'il conviendrait peut-être de faire entrer au musée. Vous voyez qu'on en est très très loin encore. Nos institutionnels ont énormément de retard sur l'art une fois de plus. Alors ce qui est intéressant dans ce changement, c'est la nature même de la création plasticienne. Avec l'écologie, elle change, si vous voulez, aussi, et on voit qu'elle choisit l'éthique. Hein, l'éthique, la dimension éthique est essentielle dans cette forme de travail artistique. L'éthique devient un carburant de l'art, on pourrait dire dorénavant essentiel, hein, comme avant lui, il y a très longtemps, le carburant religieux, hein, l'époque des dieux, hein, les artistes représentaient les dieux ou leurs représentants. Le carburant individualiste, hein, auparavant, moi, mon monde, mon corps, voilà, bon, à part on pourrait dire les attardés du selfie qui sont encore donc dans un moment de l'histoire de la conscience universelle quelque peu retardé, mais bon, ne désespérons pas qu'ils prennent finalement le train en marche, ou même le carburant formaliste, hein, le culte de la forme pure, de la forme impure, et leurs articulations, ce qui caractérisait la modernité en art, et enfin le carburant consumériste, l'objet ordinaire comme objet d'art. Ça c'est la fin de la modernité, c'est la postmodernité, le pop art, le post-pop art. Bon, vous voyez, tous ces carburants aujourd'hui sont déplacés, enfin déphasés par rapport au carburant actuel qui est celui de l'écologie. Alors, avec l'avènement de l'art artistique, de l'éthique, s'annonce une autre économie créative. Il y a quelque chose qui s'élabore, quelque chose qui forcit à travers ce souci éthique. C'est un temps nouveau où on cessera de considérer les œuvres d'art comme de futiles objets ou frotter une expérience médiocre de la vie. Un temps où spectateurs et collectionneurs, là de l'ornement ou d'expériences esthétiques battues et rebattues, quelconques, à force de réitération anémiée, exprimeront toujours plus le souhait de passer à autre chose et d'accepter une histoire de l'art autre que celle que leur servent les artistes et les esprits n'ayant pas le goût du changement, de la prospection du possible et de l'essentiel. Voilà. On fait ceci sous condition que une donnée qui est de la plus haute importance, c'est qu'il ne soit pas déjà trop tard et qu'acculé à ne plus pouvoir respirer comme il le faudrait, nos corps haletant dans une atmosphère à l'air pur raréfié, comme aujourd'hui, hein, vous avez vu, à pic de pollution, nous ne soyons condamnés à cette autre expérience radicale, intense au moins autant que celle de l'art libre,
et appeler celle-là à occuper tout notre temps d'existence, l'expérience même de la survie. Merci. Voilà. Merci beaucoup.